La liberté a un prix. La liberté a un prix. Pour Bistro Liberté, il faut 8 techniciens. La liberté a un prix. Écrivain et lanceur d'alerte, Philippe Pichon a été dans une autre vie commandant de police médiatique d'ailleurs, puisqu'auteur du très remarqué à l'époque journal d'un flic. Et il est aujourd'hui l'invité de TVL pour défendre son dernier ouvrage en date. Je cite « Pourquoi la littérature du vagin respire mal ». C'est aux éditions du Verbe Haut et c'est en vente sur le site tvl.fr à la rubrique boutique, juste à côté de la rubrique don. Bonjour Philippe Pichon. Bonjour, merci de votre invitation. Et je pense qu'il est nécessaire avant toute chose d'expliquer le titre de l'ouvrage. Alors sous-titré en plus les daltoniennes de l'écriture inclusive. Alors sur le titre, pardon de l'inélégance du crochet, mais comme vous le savez, Pourquoi la littérature respire mal est une conférence donnée par Julien Gracq dans les années 50 et extraite de ce petit texte de José Corti, de l'éditeur José Corti, qui s'appelle Préférences et conférences. Voilà. Et pourquoi rajouter le vagin? Parce qu'on en parlera, il me semble que l'écriture dite féminine n'existe pas. Et les daltoniennes de l'écriture inclusive? Parce que l'écriture inclusive, vous savez, je suis ni en colère ni nostalgique, j'écris après. Il me semble que l'écriture et la civilisation française n'existent plus, en tous les cas, sous certaines plumes. Alors, entre pamphlets et ouvrages érudits, parce que vous avez beaucoup lu, beaucoup, vous souhaitez pourfendre je vous cite, les turiféraires du vaginalement correct, tant la littérature féminine vous pèse à l'estomac. Vous n'ajoutez pas un peu... Non, je récuse pamphlet, c'est pour moi, comme vous l'avez dit, érudit, j'en sais rien, mais un essai littéraire. Et le vaginalement correct, parce que, comme il existe le politiquement correct, il me semble qu'il existe des écritures symptomatiques de notre époque. Peut-être aurons-nous l'occasion de le développer avec des auteurs particuliers. Ce pamphlet, il est né d'une déclaration de Sandrine Rousseau. Véritablement, elle inspire beaucoup de monde, semble-t-il. Vous aussi, c'était à l'Assemblée nationale, absolument, où elle s'était écriée « Lâchez-nous l'utérus ». Et Sandrine Rousseau est encore, en quelque sorte, votre muse. Oui, envie de lui dire « Lâchez-nous la grappe, cul de basse gauche », parce que je trouve ça inadmissible de ce genre de propos dans l'Assemblée nationale, même si la liberté est de mise, et parce que je suis à peu près sûr que Sandrine Rousseau n'a pas lu grand-chose. Les femmes n'ont pas le droit de dire un mot comme utérus? Alors, donc on a le droit de parler du leur, et donc de lui répondre. Mais il me semble que « Lâchez-nous l'utérus » est une déclaration qu'on aurait pu en avoir dans les années 50. Mais l'objet femme dans les années 2023, j'y crois plus du tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce genre de gauloiserie, ça vous choque? Dans ma bouche, non. Dans la sienne, si. Alors, votre ouvrage vise exclusivement à faire un panorama complet de la littérature féminine depuis 1950, on va dire, et jusqu'à la fin des années 80. C'est un pari audacieux, mais pourquoi se focaliser précisément sur cette période? Alors, sans didactisme, j'ai essayé d'être un peu drôle. Et pourquoi la période? Parce que ça correspond à peu près, ce me semble, aux trois périodes de ce qu'on appelait le féminisme des années 50, peu ou prou symbolisé par la Bible du féminisme, le deuxième sexe de Beauvoir, le féminisme des années 70, une féministe plus radicale, plus va-t-en-guerre, féministe de rue, si on peut dire, et le féministe actuel qui ne dit pas son nom, qui est encore un peu plus idéologisé, selon moi, et qui va vers le YEL, c'est-à-dire vers le wokisme et le transgenrisme, le néo-humanitas, comme disent certains. Et donc il était nécessaire, à mon avis, de voir comment peut-être il y avait un fil conducteur entre ces trois féminismes. Alors, dès le début du livre, vous faites part de vos choix parmi les femmes écrivains, et on trouve ça mauvais, on n'a pas lu, on trouve ça bien, on aime, on admire. Ce sont des choix donc personnels, donc forcément subjectifs. Absolument, c'est un petit dictionnaire égoïste de la littérature, non pas féminine, mais féministe. Et donc, en effet, vous les citez, ce sont des rubriques que j'ai empruntées à mon ami François Cereza dans un petit journal que vous devez connaître qui s'appelle Service littéraire, pour faire un petit clin d'œil et pour aller très très vite sur une sorte de sommaire un peu rigolo que je voulais annoncer au lecteur. Mais quand je vous dis que ce sont des choix personnels, oui.
Lié à ma scolarité. Lié à votre scolarité, Voilà. Mais c'est-à-dire ce sont des choix que vous faites à partir de vos lectures. D'un C'est-à-dire que vécu. vous avez lu Oui, les ouvrages que vous évoquez dans, Oui, dans votre ouvrage. pour le téléspectateur, puisque vous l'avez lu, j'avais deux profs, une prof de lettres, une prof de philo. L'une a été l'amante de Marguerite Duras et l'autre est la fille adoptive de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Elles nous ont tellement dégoûtés, dégoûtés de l'une et de l'autre, qu'il y a une petite vengeance, mais si vous vouliez qu'on développe... Non, mais c'est pas une vengeance, je ne vais pas développer, vous dites détestation, vous parlez de détestation. Oui, c'est fort. Bah oui, je trouve On est dans quand un... même pour oui. Simone de Beauvoir et Marguerite Duras, elles ont une œuvre, elles ont un style, elles ont une écriture, elles ont une personnalité. On peut avoir une œuvre et ne pas être écrivain, c'est la grande différence. Pour Duras, il me semble qu'on a suivi un courant et que vous verrez, hélas, ou tant mieux, l'histoire fera le tri et il ne restera pas grand-chose de Marguerite Duras. Et de Beauvoir, on retiendra, me semble-t-il, la compagne de Sartre et peut-être plus la philosophe de l'existentialisme que l'écrivain au sens de romancière ou d'essayiste. Oui, mais Philippe Pichon, pardonnez-moi de vous dire, ça ne va pas. Vous dites, c'est détestation. Certes, moi je vous laisse, vous avez compris, ce sont des choix personnels et subjectifs, donc par définition, vous avez des choses que vous adorez, des choses que vous détestez, et vous en faites part à votre lecteur. Tout ça me va bien, jusqu'à ce que vous indiquiez que cette détestation ne provient pas de leurs écrits, on parle de Beauvoir et de Duras, mais du fait, comme vous l'avez dit, qu'on vous a obligé à les lire en classe. Alors, à l'aune de ça, je me dis que moi, je n'aime pas Balzac, j'adore Balzac, oui. Mais c'est vrai que quand j'étais en classe, on m'obligeait à lire Balzac, et tant d'autres. Alors, je dépasse la détestation. Je crois que l'étude que je fais des deux auteurs montre qu'on se rapproche vers le féminisme que je dénonce un petit peu. C'est-à-dire que, pour moi, la littérature se veut non genrée. Et il me semble que la littérature de Duras et de Beauvoir est genrée. Et c'est ça qui me déplaît dans la littérature des deux femmes. Mais est-ce que vous ne focalisez pas non plus votre attention sur les gens que vous détestez Non, pardon. Non, mais je vais vous poser quand même la question. Non, vous avez raison. Non, mais c'est pas forcément clair. Non, parce que il me semble, pardon de vous interrompre, je donne des exemples de femmes que j'adore et même que je mets sur un piédestal, à peu près dans la même période, Yourcenar, un peu plus tard Muriel Cerf, etc. Et donc c'est ni lié à un sexe, ni lié éventuellement à un parcours, mais plutôt vraiment à des œuvres et l'explication des œuvres qui me sont tombées des mains pour tout vous dire. Le deuxième sexe que vous avez lu, c'est pas très bon littérairement parlant. C'est parce qu'on me l'a imposé à l'école que je l'aime pas. Alors, il manque quelques noms. Je pense, par exemple, à Geneviève Dorman. Voilà, ça, ce sont des femmes écrivains que vous n'avez pas lues, faute de temps, vous dites, mais ou de volonté. Alors, que j'ai lu, mais de volonté, je ne sais pas si je dois l'annoncer ici, il y a un deuxième volume qui réapparaîtra sur les hussards, et il me semblait plus normal de rattacher, me semble-t-il, grande copine de Nimier, de rattacher Dorman à l'école des hussards, mettons école entre guillemets, puisque c'est même pas un mouvement littéraire, en tous les cas des gens qui avaient entre 20 et 30 ans dans les années 50, et j'aimerais faire un très beau portrait de Geneviève Dorman, voilà pourquoi elle a échappé au vagin. Voilà, donc vous lirez Le bal du dodo. Est-ce que, c'est toujours le reproche, mais j'y reste sur ce reproche-là, est-ce que vous ne vous concentrez pas sur les cas les plus emblématiques, les plus caricaturaux? Il y a d'autres femmes qui traversent cette période-là et qui ont, comment dire, une place et une œuvre dans le Panthéon. Alors, le Panthéon, je reprends, bien sûr, c'est mon Panthéon personnel, et donc, du coup, pour le coup, je reprends le terme de pamphlet, c'est une littérature, un choix égotiste même, et donc je suis allé évidemment chercher les exemples les plus caricaturaux pour vous dire, vous voyez bien que j'ai raison. C'est des styles complètement différents à cette époque-là. Je pense à quelqu'un comme Françoise Dorin. Qui a du style pour vous? Je pose la question. Ouais, tout ça me paraît, alors à peu près à la même époque, j'ai été chercher Chantal Chawaf. Il me semble que justement, de Beauvoir le dit d'ailleurs, j'aime pas la littérature gourmet. Gourmet au sens, non pas alimentairement parlant, mais le beau style, comme elle disait. Et moi, je crois que c'est ça, j'aime la littérature qui a du panache, qui est capable de monter en l'air, bref, la littérature un peu hussarde, et il me semble que ni Françoise... c'est pour ça que j'aime Sagan. Ce que j'allais vous dire, Françoise Sagan, il n'y a pas que François Mitterrand qui l'aimait beaucoup.
et elle le lui rendait bien, et à Sartre également, justement, Sagan fait partie, me semble-t-il, des beaux portraits, à côté même de Colette. Alors vous allez me dire, mais vous êtes hors sujet, Pichon, puisqu'on est avant 45. Ça, je n'ai pas parlé de Colette. Mais c'est un interlude. Sagan, comme Colette, me semble être nourri de choses que j'adore, et on a un peu résumé Colette à ses confitures. Nourri de quoi ? D'un style qui est incomparable et qui vous emporte de façon incroyable, qui vous prend la main et qui résume un petit peu ce que je crois de la littérature. C'est un corps à corps, la littérature est charnelle, et ni de Beauvoir ni Duras me semblent être dans une littérature charnelle. Est-ce que vous faites la distinction entre la personne et l'œuvre? Parce que, par exemple, pour Beauvoir, cette personne a peut-être nuit à son œuvre, même chose pour Sagan d'ailleurs. C'est possible. On s'est attaché beaucoup au personnage, des fois ça finit par cacher sa propre œuvre qui était sûrement bien différente et sûrement plus agréable que le personnage qui était des fois un peu caricatural. Vous avez raison, on sort du sujet, et vous avez parfaitement raison. Céline, peut-être un odieux personnage, j'en sais rien, j'étais pas là, mais une œuvre considérable et magnifique, et donc je distingue parfaitement les œuvres et le personnage. On pourrait prendre des contemporains, Matzneff, etc., Richard Millet, etc., qui ont une œuvre, et on les dit aux dieux, leurs œuvres en tous les cas sont magnifiques. Bon, en ce qui concerne Millet, non. D'accord. Une fois que nous disposons de toutes ces explications, nous pouvons aborder la vraie question de l'ouvrage. Existe-t-il une écriture féminine ou des écrits de femmes? Est-ce que la littérature a un sexe? Voilà. Pour moi, non. Il n'existe pas d'écriture féminine, pas plus qu'il y a une écriture masculine. Il peut y avoir une écriture virile, mais sous la plume d'une femme. Parce que s'il y avait un sexe, comme vous le dites, Madame Bovary n'aurait pas été écrite par un homme. Et donc, il me semble qu'il y a des écritures de femmes, des écrits de femmes, qu'il peut y avoir un univers typiquement ou spécifiquement féminin. C'est pas la même chose, qui peut être interprété par un... mais qu'il n'existe pas spécialement ou spécifiquement une écriture féminine. Un regard, mais pas d'écriture. Je vous donne un exemple, si vous le permettez. Oui, table sous la plume d'un homme n'aurait donc pas le même sens ou la même signification qu'une femme. Dans le cas d'un homme, ça serait forcément le lieu de la tournante, alors que pour la femme, ça serait le lieu où on met un pot de fleurs. Tout ça n'a pas de sens, tout n'est pas très sérieux. Ah, vous dénoncez la course de toutes ces écrivaines pour les mêmes autobiographies, les mêmes méthodes, les mêmes clichés, le même charabia romanesque. Mais vous évoquez des cas à part. Hein. Vous dites qu'il y a des résistantes. Et alors, j'ai cherché dans les résistantes, vous avez trouvé quand même un membre de l'Académie française, une membre de l'Académie française, Marguerite Yourcenar. L'autre, Marguerite. Parce que, est-ce que c'est sa construction personnelle? Je ne sais pas. Vous connaissez ces 3 derniers livres, la trilogie un peu autobiographique, puisqu'on va rester sur le genre. Au-delà des mémoires d'Agrien, un chef-d'œuvre absolu du siècle passé pour moi. Vous avez l'autobiographie, et là, l'autobiographie, elle a pétri. C'est-à-dire que l'autobiographie, il y a aussi des clichés. Le moi-je, je crois pas. Le moi-je a été complètement transformé. C'est une recréation, une renaissance, et donc de ce matériau personnel, je pense qu'elle en fait une œuvre, ce qui ne me semble pas être le cas, mais ce n'est que mon avis, des auteurs dont on vient de parler. J'aime le beau style, il n'y a rien à faire. J'ai bien compris. Je vais faire un autre reproche encore, décidément, hein, c'est votre fête. Merci de votre invitation. Je vous en prie, vous reviendrez quand vous voudrez. Vous avez des mots très durs pour bon nombre de femmes écrivains et qui ont pourtant rencontré le succès. Et là, je vous pose la question, est-ce que ce sont les lecteurs qui se trompent ou on les pousse à s'intéresser à cette littérature? Tous les lecteurs se trompent? Non, succès n'égale pas qualité. Mais je reprends un journaliste m'a fait cette confidence. On n'arrête pas de réassortir. On met tel bouquin sur la table. Si on ne fait que le réassortir, en effet, il va être vendu. En tous les cas, la production de masse fait que dans cette production de masse, il y a pour moi moins de bons livres. C'est pas parce que le livre est caché qu'il va être bon, mais du coup, je pense qu'on n'emmène pas le lecteur vers de bons ouvrages. Je vais vous donner un exemple et pardon, Annie Ernaux, qui pour moi n'est pas un écrivain. On va en reparler. Oui. Ah, d'accord. On va en reparler, mais terminez votre exemple. D'accord. Qui fait plutôt œuvre de sociologie, alors que dans un style qui est lui un vrai style et pas un style plat. D'ailleurs, c'est pas un style plat ni Arnaud, c'est pas de style du tout. Houellebecq, qui lui a un style faussement plat, fait bien plus qu'une œuvre de sociologie, qui fait une œuvre pour moi littéraire.
Si je devais mettre sur le, pardon encore, je suis. vous voyez, sur le même plan, Ernaud et Houellebecq. Je suis bien. Où je vous suis moins bien, c'est parce qu'on va se rapprocher d'aujourd'hui, de 2023, parce que votre éditeur, d'ailleurs, vous a demandé de vous intéresser à l'écriture féminine aujourd'hui, en 2023. C'est une ficelle d'écriture, vous avez bien compris. Mais voilà, je cherche toujours cette notion. Beaucoup de lecteurs, ça ne fait pas une œuvre. Mais beaucoup de lecteurs attendent les livres d'Amélie Nothomb, par exemple. Oui. Il n'y a pas d'œuvre d'Amélie Nothomb, il y a des très beaux livres d'Amélie Nothomb. Vous remarquerez qu'elle n'est pas citée. Et donc, parce que je pense que c'est pourtant, elle est la femme écrivain qui vend le plus d'ouvrages, en termes de vente, aujourd'hui. Bon, je pensais que c'était Christine Angot, mais si vous me l'assurez, il n'y a pas de problème. J'espère que non, mais je pense que c'est Amélie Nothomb. D'accord. Il y a des choses... Alors, parce que là, il y a une œuvre chez Nothomb, pour moi. Voilà, il y a une œuvre, il y a oui. toujours l'autobiographie. Absolument. Même si on est parti de cette œuvre japonisante, Peur et de tremblement, par exemple, il n'y a pas que l'autobiographie. L'autobiographie pure, j'allais dire, parce que du coup, l'ethnocentrisme ou l'ethno-sociobiographie n'a pour moi pas tellement... Ou alors on est dans autre chose que de la littérature. Alors, pourquoi vous ne la citez pas, Amélie Nothomb ? Parce que ça n'arrange pas votre discussion, votre développement. Parce que, encore une fois, c'est un pamphlet. Si j'avais été chercher que des auteurs qui n'arrangeaient pas mon développement, Sylvain Durin, l'éditeur, m'aurait dit bon, ça ne va pas du tout. Bon, okay. on peut tourner autour du. D'accord, on garde Amélie Nothomb alors. Ah oui, d'ailleurs, j'avais aussi un doute. Vous voyez, je n'ai pas été chercher Catherine Millet. Puisqu'on est sur... Donc on va parler des faiblesses du livre. Parce que pour moi, Millet, c'est pareil, on pourra en discuter beaucoup. Pas de faiblesse du livre, je dis tout simplement contradiction dans le livre. Oui. Contradiction parce que vous écrivez une réponse assez lapidaire quand votre éditeur vous dit mais il faut parler des écrivains femmes de 2023. Vous avez une réponse qui est très lapidaire. Je cite, l'écrire femme aujourd'hui, un post-it suffira, autobiographique et communautaire, victimaire et vindicatif, impudique et miséreux. Misérabilisme, même on pourrait dire. Oui, un post-it suffira parce qu'il me semble que dans la majorité des cas, il y a des produits interchangeables. Il me semble que Dariussec, Angot, Camille Laurence, etc. sont des produits interchangeables qu'on pourrait... D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a une forme de feuilletonisation de tout ça. Il me semble que dans le cas de Christine Angot, le bouquin de septembre est le même que celui de janvier, etc., etc. Je crois que c'est la même chose, hélas, pour Marie Dariussec, dont j'avais aimé le baise-moi. Je m'étais dit, tiens, il se passe quelque chose dans la littérature. Puis après, voilà. Et Camille Laurence, là, on a l'impression qu'elle écrit de 9h à 12h et de 14h à 17h. Et encore une fois, c'est pas ça que je cherche dans la littérature. Donc, il y a des oublis, mais je le dis d'ailleurs, je crois, quelque part. Je me suis beaucoup... à Bécassis, Juliette, je me suis posé la question. Je me suis posé la question également sur La Petite Pinjot. Plus si jeune que ça. C'est ça. Parce que peut-être que c'était moins facile de les faire rentrer en effet dans les cases que j'ai voulu simplifier pour rentrer dans le genre du pamphlet. Voilà, Mazarine Pinjot qui s'appelle dorénavant Mazarine Mitterrand. C'est ça. Là encore, vous dénoncez un genre narratif répétitif, manichéen et maniant les pensées. Vous venez de dire à l'instant la même chose. C'est pas ce que pensent les Nobel. Philippe Pichon, les Nobel, qui ont désigné Annie Ernaux, prix Nobel de littérature en 2022. C'est la consécration d'une vie, non ? Oui, alors 2 points. 1, que le lecteur, que notre téléspectateur ne dise pas que je me paye les têtes de gondole, c'est pas du tout le sujet et j'espère que vous m'en faites grâce. Et 2, le Nobel comme consécration, il y a belle lurette que pour moi l'Académie suédoise ne représente plus grand chose. Le Nobel de Prud'homme et le Nobel d'Annie Ernaux, il n'y a absolument rien à voir, ça vous aura pas échappé. Sartre, qui a quand même la décence de le refuser juste après-guerre, entre le Nobel même, restons sur la période puisque c'est l'exercice imposé, et maintenant, il y a quand même eu Saint John Perse, mais depuis, on pourrait dire qu'il y a une forme de continuité, de linéarité entre Claude Simon, on en pense qu'on en veut, du nouveau roman, mais il y avait une œuvre, jusqu'à Annie Ernaux, il y a Modiano. On en pense qu'on en veut également, mais il me semble qu'il y a une œuvre avec un travail sur la mémoire, sur la langue, et Annie Ernaux qui a été cherché, qu'on a été cherché, pardon de le dire aussi abruptement que ça. Il fallait une dame au bord de l'EHPAD, et il fallait une dame d'extrême gauche. Et puis, dans les cases, elle les cochait toutes. J'assume mes propos. Encore une fois, il n'y a pas de style, il n'y a pas d'œuvre. Vous assumez vos propos, je suis assez convaincu pourtant qu'elle n'apprécie pas l'ouvrage. Alors, il semblerait même qu'on soit amené à se voir devant la 17e chambre correctionnelle. J'espère que je pourrai compter sur votre soutien à Annie Ernaux.
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la preuve, je vais vous le dire, elle a quand même une œuvre littéraire qui est pour l'essentiel autobiographique, mais là aussi, vu le nombre de bouquins qu'elle a C'est littéraire qui me pose problème, pas œuvre. Parce que c'est pas parce qu'on va livrer... En quoi c'est pas une œuvre littéraire? Elle est sociologique. Elle a copié les choses dans de nombreux romans. Donc, tout. Ben non, mais vous avez raison. On tourne autour de la même chose. Donc, on pourrait résumer ça à un livre, vous le dites vous-même, ou à un seul thème. Et puis, parce qu'il me semble qu'on est plus proche de la sociologie, et même de la vampirisation de la sociologie, des sciences sociales. C'est pas de nos jours, je pense que ça date de Derrida. C'est-à-dire que les Américains ont mal digéré Derrida, ils nous le renvoient comme un boomerang. Et donc, il y a une forme de wokisme littéraire, me semble-t-il, à l'heure actuelle. Et il me semble qu'Annie Ernaux rentre les quatre sabots dans les... Elle participe à la déconstruction aujourd'hui? Ah oui, en tous les cas de la littérature et de la langue. Ça me paraît assez évident. Et les propos de ce prix Nobel, son prix Nobel, quand même, c'est quelque chose aussi qui est un peu un bouclier. On la voit dans les manifestations. C'est quelque chose qui voit même médiatiquement. En avait-elle besoin? J'en sais rien, parce que ça ne vous a pas échappé. On est toujours plus indulgent avec la gauche radicale qu'avec ce qu'on appelle, ce que les médias appellent l'ultra-droite. Annie Ernaux pourrait même être seins nus dans la manifestation d'Adelphi. On ne lui dirait rien. S'il se passait la même chose à droite avec des auteurs qui, pour certains, sont morts. Je vous rappelle quand même qu'on a fait des procès, en tous les cas d'intention, à des gens comme Nimier, Blondin, Morte et d'autres, Perret, qu'on traitait de royalistes, etc., et dont l'œuvre, là je mesure mes mots, a été foulée et massacrée. Je vous suis aussi. Allez, pourquoi la littérature du vagin respire mal? Et pourquoi elle trouve aussi des contempteurs? Alors, j'en ai trouvé un, Jean-Paul Gavard-Perret. Alors, je le cite. Vous allez voir que j'ai été magnanime et bienveillant à votre égard par rapport à lui. Avec ses sous-entendus lourdingues, Philippe Pichon pourrait dire des sous-entendus graveleux. Philippe Pichon joue sur tous les ressorts faciles machistes. Et là, on ne s'en prend pas aux dames patronesses avec un langage ou l'esprit carabin, c'est ça qu'il vous dit? Alors, il dit... lourdingue. Il dit... Il y a du MeToo, vous voyez, je vois derrière cela. Hein. Oui, j'entends ce que vous dites. Je ne serais ni un violeur, ni quelqu'un qui met la main aux fesses des femmes, mais je trouve qu'un sourire, un clin d'œil, une parole assez habilement dressée dans l'ascenseur ne me paraît pas relever de MeToo. Et quant à ce reproche qui m'est fait, ça ne me déplaît pas d'être dans la lignée de Léon Bloy. Vous êtes écrivain. Écrivant. Vous êtes lanceur d'alerte. Est-ce que vous restez un peu dans un coin de votre tête flic? Policier, bien sûr. Hein. Je préfère flic que policier, vous avez raison, parce que ça va avec Léon Bloy. Certainement. Je trouve parce qu'il y a déjà un côté enquête, vous voyez, dans votre... Alors j'allais vous dire, c'est de l'investigation littéraire. Vous avez parfaitement raison. Aller prendre, là encore, des bouquins à peu près partout, faire des piles à la maison, au risque de les faire tomber. Mais en effet, c'est de l'investigation littéraire. Je me suis dit... Qu'est-ce qui peut-être n'a pas été traité, en tous les cas, sous cet angle-là, parce que des biographies de Yourcenar, de Duras, de Beauvoir, il y en a plein, mais peut-être aller chercher un film conducteur d'actualité qui me semble être... Le mot n'a pas été emprunté. On s'est posé la question avec l'éditeur de wokisme littéraire et de voir comment, peut-être déjà, dans ces années 50, ça a été le déclencheur de ce qu'on vit à l'heure actuelle avec une littérature féministe, puisque c'est du coup même une sorte de transgenrisme littéraire. Le wokisme, transgenrisme littéraire, on le trouve aussi chez les hommes aujourd'hui. Par exemple, des femmes écrivains. J'ai pas d'exemple en tête. Je trouve que j'ai pas dit qu'il y avait pas d'hommes pas très intéressants, mais je trouve que il y en a. Enfin, si je suis preneur d'un titre, il me semble qu'il y a moins d'outrance. Et si vous m'amenez sur la littérature homosexuelle, deux exemples merveilleux écrivains, Green et Bory, qui n'avait pas besoin de dire « je suis homosexuel pour faire des œuvres ». Or, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est obligé de vous prendre par la main encore une fois et de vous dire « t'as vu, je suis de ce côté-là de la barrière, du trottoir, appelez ça ce que vous voulez ». Et donc ça c'est impitoyable. Je n'ai pas besoin de personne pour lire un livre et me rendre compte par moi-même si j'accroche ou si j'accroche pas. Et donc, Bory, encore une fois, Green, on pourrait remonter à Gide, mais là encore, on sort de l'époque. Et puis, il y a toutes celles qui ne sont pas dans ce courant-là, mais qui ne traite pas, encore une fois, du féminisme. Donc vous avez bien compris, je fais la différence entre roman pour dames, pour écrit de femmes, c'était votre propos tout à l'heure, et écriture féministe, qui n'a rien à voir avec l'écriture féminine, qui, à mon avis, elle, n'existe pas. En tout cas, pourquoi la littérature respire mal?
Un boulet envoyé aux daltoniennes de l'écriture inclusive. C'est aux éditions du Verbeau. Merci Philippe Pichon de Merci de votre défendre invitation. cet ouvrage.